Savon d'Alep. Ça c'est surtout des lots de chaque année. Un savon à l'huile d'olive qui existe depuis 4000 ans et que les Chiadés exportent jusqu'au Japon. Nous partons avec Fateh à quelques kilomètres au nord d'Alep, à la frontière du Kurdistan, une région d'oliviers. La récolte est imminente et comme tous les ans, Fateh va vérifier la qualité de sa matière première. Comment est-ce que vous voyez qu'elles sont bonnes ces olives? Je regarde déjà la couleur, la forme et puis je la coupe, je vois le noyau. Et je vois qu'elle est séparée quand même du chair avec le noyau. Je peux même enlever le noyau presque. Et là, on sait qu'il est mûr. Donc le savon, il commence avec ça, déjà. Car c'est le noyau que l'on presse pour obtenir l'huile avec laquelle on fabrique le savon d'Alep. Le deuxième ingrédient fondamental, c'est le laurier. Elle est mûre déjà aussi, on peut voir ça. Elle a une belle couleur. Cette baie coûte très cher. Juteuse, voilà, vous voyez déjà le noyau est déjà sorti. Mais plus il y en a, et plus le savon est de qualité. Voilà, ça sent très fort. Fateh nous fait ensuite découvrir le Saint des Saints. Salam alaikum. Nous sommes à la savonnerie des Chiadés. Les secrets de fabrication sont gardés jalousement ici. Dans ce grand chaudron, on fait chauffer une nuit entière les huiles d'olive et de laurier avec de l'eau et de la soude. Voilà, il va goûter le savon. Chaque savonnier a sa formule. Mais pour savoir si la pâte est cuite à point, un seul moyen, il faut la goûter. La pâte de savon est ensuite coulée sur le sol. Puis elle est aplanie à l'épaisseur choisie par le fabricant. Les nôtres, ils font à peu près, la famille, ils préfèrent 7 cm sur 5. Une fois bien lissée, la piste de savon va reposer une nuit complète. Ça, c'est l'or vert. Ça, c'est l'or vert. C'est votre richesse, alors. Voilà, notre richesse de savoir-faire. Au petit matin, le lendemain, la pâte a durci. C'est l'heure de la découpe. À la main, tout un art. Voilà, ça c'est le tampon pour le stampage. Et il est là. Fateh chez AD. Et chaque année, on change de tampon pour une nouvelle récolte. On garde toujours les savons qui datent de 5 ans, 6 ans. C'est comme une histoire de vin qui est plus... C'est comme des cuvées. Cuvées, voilà, presque comme ça.
Une fois estampillé, c'est comme pour le vin. Il faut attendre avant que le savon soit à maturité. 9 longs mois de séchage. Et si ce savon a fait la réputation d'Alep, c'est grâce à ses vertus. Il est utilisé contre l'acné, l'eczéma ou même les rhumatismes. Résultat assuré, dit-on. Il faut dire que pharmacopée et médecine font elles aussi partie des traditions de la ville d'Alep. Nous voilà à nouveau dans la vieille ville. Et voici Françoise Cloarec, une psychologue hospitalière française passionnée par l'histoire de la médecine à Alep. Là, on va arriver dans un endroit que j'adore. Je ne dois pas être la seule qui, à mon sens, un des plus beaux endroits d'Alep. En tout cas, des plus beaux, des plus émouvants, des plus touchants. Ça s'appelle le Bimaristan Argoun. Voilà, on arrive dans cette entrée tellement belle. Le Bimaristan, c'était un hôpital. Et on va entrer au cœur du Bimaristan. Une sorte de CHU. Car au IXe siècle, on pratiquait à Alep une médecine très en pointe dans ces Bimaristans, havre de paix dans la ville. Alep est vraiment la rencontre de savoirs qui viennent de partout, qui viennent de Chine, qui viennent de Perse, qui viennent de Grèce. Les médecins arabes récupèrent à travers les textes qui sont traduits la médecine de l'Antiquité. Encore une fois, Alep est complètement au carrefour des mondes. Ici, on soignait toutes les pathologies avec une approche complètement nouvelle. Finalement, on fait maintenant en Occident ce qu'on faisait déjà à partir du IXe siècle, une médecine où on prenait en compte le psychisme du patient, c'est-à-dire que la personne qui venait là pour voir un médecin, elle venait avec ses symptômes, mais elle venait aussi avec toute son histoire qui était interrogée par le médecin. Ça, c'est quand même un fait nouveau, c'est très important. Donc là, on va aller dans les salles du fond. Les méthodes de soins sont elles aussi assez étonnantes. Écoutez. Ceci est un médicament. Le bruit de l'eau, la luminothérapie et la musicothérapie sont utilisés comme calmants. L'architecture est aussi censée soigner. Elle favorise l'oxygénation, qui est curative. L'architecture est conçue pour que l'air circule. Il y a toujours de l'air qui passe et l'air est toujours sain et frais, renouvelé. Voilà, on voit bien là comment l'air s'en va là. L'herbissier repart, oui. C'est encore une trouvaille architecturale assez extraordinaire ici. Et ça fait partie aussi de l'aspect thérapeutique du lieu. Thérapeutique, bien sûr, bah oui. Peu à peu, les Bimaristans se spécialisent dans les soins donnés aux aliénés. Celui-ci en a accueilli jusqu'au début du XXe siècle. Dans ces cours plus ou moins sombres étaient regroupés les malades par degré de folie. Alors là, on est dans le plus sombre. Là, c'est la salle la plus petite. D'ailleurs, ça résonne. C'est la salle la plus petite. Alors, plus les gens allaient mal, plus ils étaient violents, plus ils étaient dans des endroits très sombres. Ils allaient du sombre au clair, en gros, quoi. Enfin, il y avait une espèce de géographie de la thérapie. Et que plus ils étaient guéris, plus ils retournaient près de la porte de sortie, carrément. Enfin, il y a vraiment une géométrie spirituelle, un itinéraire spirituel de la folie ici. Une architecture, une philosophie qui s'est elle aussi exportée dans le monde. En Espagne d'abord, puis en France au XVIIe siècle. Il faut dire que certains Français soignés ici rapportent qu'il était difficile d'en partir, tant on était bien traité. Et des Français conquis par Alep, il y en avait beaucoup. C'est ici qu'en 1562, François Ier fonde le premier consulat de France. Françoise nous ramène dans les souks, où se trouvent les ranes, les caravansérails, c'est-à-dire des corps de bâtiments, où les étrangers étaient regroupés par nation, sous l'égide d'un consul. Françoise a étudié la sociologie de leur mode de vie. Ici, les entrepôts accueillaient les marchandises. Il y avait aussi des écuries pour les animaux. Enfin, tout le monde arrivait par là. Et les appartements du consul étaient au premier étage. Alors, les ressortissants européens